Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mercredi 7 janvier 2026. Les sujets de la vidéo du jour sont nombreux. On parlera de l'une des filiales de Stellantis, Stellantis New, condamnée en justice pour un problème lié à l'autonomie de leur voiture électrique. On parlera des nouveaux tarifs assez élevés du nouveau Lexus RZ, de Volvo dont les voitures électriques peuvent prendre feu, de BMW qui organise le rappel de certains de ces SUV dont le volant deviendrait fou et déciderait de tourner tout seul. Et pour terminer, on parlera de la transition vers la voiture électrique en Angleterre, qui ne va toujours pas suffisamment vite et qui fait encourir aux constructeurs européens des amendes de plusieurs milliards d'euros. J'espère que les sujets que je vous ai choisis vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude. Pour le montrer, vous connaissez la chanson, mais c'est quand même important. Pensez à laisser un petit like, à cliquer sur le petit bouton booster sous cette vidéo, à vous abonner pour les prochaines et à laisser un petit commentaire en donnant votre avis sur l'actu du jour, ce qui boostera par la même occasion le référencement de cette vidéo. On va commencer par un sujet assez rapide à traiter, c'est Lexus qui dévoile les tarifs de sa nouvelle RZ. C'est le nouveau SUV premium électrique de la marque et il devra lutter contre tout ce qui va être Mercedes GLC ou BMW iX3. Hélas, c'est là qu'est l'os puisque techniquement ce Lexus RZ est relativement dépassé par rapport à sa future concurrence. Là où le GLC et le iX3 ont misé sur une architecture électrique en 800 volts, avec parfois des autonomies de plus de 700 km, des recharges 10-80% en 20 minutes, ce Lexus RZ est resté fidèle à une plateforme 400 volts et affiche une autonomie légèrement inférieure, aux alentours des 568 km. C'est moins bon, tout simplement, et c'est vendu plus cher. Là où un iX3 qui propose 470 chevaux ou un GLC électrique qui en propose 489 est vendu aux alentours des 71 900 €, pour un RZ qui en propose 380, il faudra débourser 78 500 €, avec, je le rappelle, des performances moins bonnes, une autonomie moins bonne et des temps de recharge moins bons. La seule version du Lexus RZ qui est moins cher que les deux véhicules que je viens de citer, c'est la version 224 chevaux qui coûte quand même 61 000 €. Et même à ce prix-là, côté autonomie, temps de recharge et même puissance, on trouve bien mieux. C'est un positionnement qui est difficile à comprendre, même si Lexus a toujours été haut de gamme. À un moment, le prix haut de gamme, faut le mériter. Le seul argument dont ce Lexus RZ dispose et que n'ont pas ses concurrents, c'est la direction steer-by-wire. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle Lexus a beaucoup appuyé. Le steer-by-wire, c'est une technologie de direction du véhicule où il n'y a pas de liaison mécanique entre le volant et les roues avant, les roues directrices. Tout ça est remplacé par une série de capteurs, par de l'électronique, ce qui permet certes d'avoir un confort amélioré puisque les capteurs peuvent faire en sorte par exemple qu'à plus basse vitesse on ait besoin de moins de mouvements de volant, on n'a pas non plus les vibrations de la route qui remontent dans le volant, et pas sûr que ce soit vraiment un argument suffisant pour que les clients de SUV premium acceptent de payer 10 000 € de plus que chez la concurrence allemande. On va maintenant parler de Stellantis, dont le réseau de concessions Stellantis New a été condamné en justice en France pour des autonomies de voitures électriques trop faibles comparées à ce qui était vraiment annoncé sur le papier. Ici, c'est une décision de justice qui concerne un cas particulier, mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette décision de justice, rendue par une cour d'appel française, celle de Toulouse, pourrait faire office de jurisprudence, de référence que les avocats et les juges pourraient citer dans des affaires similaires, ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible, grâce à cette décision de la cour d'appel de Toulouse, que dans les prochains mois, on voit ce genre d'affaires se multiplier, et surtout les clients de voitures électriques qui sont déçus de l'autonomie de leur voiture, obtenir gain de cause. Alors cette affaire, quelle est-elle? C'est une affaire qui a commencé en septembre 2019, quand une entreprise du secteur du bâtiment a décidé d'acheter un véhicule électrique, un véhicule qui était destiné à parcourir des distances quotidiennes d'environ 140 km. Mission jugée compatible avec l'autonomie communiquée par Peugeot sur son Rifter électrique, annoncé comme pouvant faire jusqu'à 170 km avec une charge. Dans les faits, le client a rapidement constaté l'impossibilité d'assurer cette tournée sans recharge intermédiaire. 2 expertises ont été réalisées et la seconde, qui a été ordonnée par la justice française, a établi une autonomie réelle de 131 km dans des conditions pourtant optimales, soit un écart d'environ 23% par rapport à la valeur annoncée. Saisie en appel, la cour a donc décidé de condamner la concession Stellantis New, filiale du groupe Stellantis, à annuler la vente et à rembourser intégralement le véhicule à son prix d'achat neuf, c'est-à-dire 18 900 €. Les magistrats ont estimé que le vendeur aurait dû fournir une information précise et adaptée sur l'autonomie réelle du véhicule au regard de l'usage envisagé par le client. En gros, pour faire très simple, que le vendeur de la concession Stellantis New n'aurait pas dû prendre comme référence l'autonomie WLTP annoncée par le constructeur du véhicule, mais faire une sorte de calcul pour que le client sache précisément combien de kilomètres il pourra faire dans l'usage qu'il prévoit de faire. C'est une affaire qui relance globalement le débat autour de la norme WLTP, qui est le protocole d'homologation des voitures, qu'elles soient électriques, hybrides ou thermiques,
qui sert à mesurer leur consommation et donc aussi à définir leur autonomie. C'est un protocole qui est très optimiste et dont les valeurs fournies sont bien souvent très supérieures à celles réalisables dans la réalité. Et le pire, c'est que cette différence, même si le protocole WLTP a été retravaillé, a été amélioré, cette différence a grandi encore avec le temps. En 2020, sur les voitures électriques, la différence, d'après une étude menée par TNO, entre l'autonomie réelle et l'autonomie WLTP était de 15% pour un véhicule électrique, et 3 ans plus tard, en 2023, elle était de 25%. Il y a même une étude récente de l'ADEME qui explique que seuls 10% des Français ont confiance dans les autonomies annoncées par les constructeurs qui sont basées sur ce fameux protocole. C'est une affaire qui a été révélée par l'UFC Que Choisir, et cette affaire, comme je le disais, même si elle pourrait paraître anodine, envoie quand même un signal assez fort au réseau de distribution et aux vendeurs, globalement, de voitures. Les contentieux liés à l'autonomie du véhicule électrique pourraient se multiplier et pourraient instaurer une sorte de rupture de confiance entre les clients et les vendeurs. Je voulais également vous parler dans cette vidéo de la transition vers la voiture électrique qui ne se déroule pas comme prévu en Angleterre, puisque en 2025 encore, les constructeurs n'ont pas réussi à atteindre l'objectif de vente de voitures électriques fixé par le gouvernement via le mandat ZEV, et ça malgré environ 6 milliards d'euros de remises qui ont été consenties par les concessionnaires sur le prix de leurs voitures électriques pour stimuler la demande. Avec environ 473 000 véhicules électriques immatriculés en 2025, le marché a quand même bien progressé. Toutefois, la part de marché qu'il représente, c'est limité à 23,4%, c'est bien en dessous de l'objectif réglementaire de 28%, avec environ 92 000 véhicules électriques manquant à l'appel pour atteindre ces fameux objectifs. D'ailleurs, les objectifs de ce mandat ZEV n'ont jamais été atteints depuis leur mise en place. D'après la SMMT, qui est l'équivalent anglais de la PFA française, la plateforme automobile, l'écart entre les objectifs imposés et la demande réelle des consommateurs se serait même creusé. Résultat, pour atteindre les 33% de part de marché prévus par cet objectif ZEV pour 2026, il faudrait que la vente des voitures électriques explose de 42% sur 2026, un scénario jugé irréaliste dans le contexte économique actuel, d'autant plus avec l'arrivée annoncée d'une taxe au kilomètre sur les voitures électriques à partir de 2027. Pourtant, d'après la SMMT, les constructeurs auraient réduit le prix de leurs voitures électriques d'environ 12 000 euros par exemplaire, un montant proche de l'amende encourue en cas de non-respect du mandat. C'est-à-dire qu'on en est arrivé presque au point où ça coûte plus cher aux constructeurs de rogner sur leur marge pour vendre des voitures électriques plutôt que de payer les amendes encourables pour ne pas avoir atteint ces fameux objectifs ZEV. La SMMT appelle donc le gouvernement britannique à revoir ce dispositif qui avait été conçu à une époque où les coûts des matières premières et les coûts de l'énergie étaient bien plus faibles. Maintenant, au Royaume-Uni, c'est comme en France, tout coûte extrêmement cher et le budget voiture des automobilistes a bien fondu. Et d'ailleurs, quelque chose qui en témoigne, c'est qu'en Angleterre, et c'est je crois assez unique en Europe, la part de marché des voitures de marque chinoises, qui sont moins chères en général que les marques européennes concurrentes, a atteint 10% cette année. C'est 4 fois plus qu'en France. Du côté de chez Volvo, on a aussi des problèmes avec des voitures électriques, mais des problèmes d'un autre ordre, puisque plusieurs clients de la marque qui ont acheté des Volvo EX30 ont récemment reçu un message préoccupant de la part du constructeur, un message qui leur demande de limiter la recharge de leur véhicule à 70% de la capacité de la batterie, permettant ainsi d'éloigner les risques d'un potentiel incendie lié à un défaut de la batterie haute tension, la batterie du véhicule. Bon, alors déjà c'est con parce que 70% d'autonomie, du coup ça fait que 336 km de WLTP, donc probablement beaucoup moins encore dans la réalité. Et c'est aussi con pour Volvo parce que ce modèle, le X30, avait été présenté par la marque comme l'un de ses modèles clés de sa stratégie électrique. Le constructeur a confirmé l'existence d'un problème lié à un défaut de fabrication de certaines cellules des batteries fournies par un sous-traitant en particulier, un défaut de fabrication qui pourrait mener à une surchauffe et un emballement thermique des batteries et in fine à un incendie. Pour l'instant, il n'y a pas encore de campagne de rappel officielle de lancée par la marque parce que, vu qu'elle vient d'être alertée du problème, elle n'a pas encore trouvé de solution durable, raison pour laquelle, en attendant, elle demande à ses clients de se limiter sur la charge du véhicule, expliquant quand même qu'une campagne de rappel sera prochainement mise en place et que chaque client concerné sera contacté individuellement dès qu'une correction sera disponible. Bon, après, il n'y a pas que Volvo qui a des problèmes avec ses bagnoles, BMW aussi. Pour un tout autre problème, BMW doit organiser le rappel d'environ 37 000 X3 pour un bug logiciel du système de direction. En cause, une anomalie susceptible de provoquer un mouvement involontaire et incontrôlé du volant. C'est-à-dire que la voiture devient un petit peu folle et se met à tourner sans raison. L'origine du dysfonctionnement se situe dans le logiciel chargé d'interpréter les données du capteur de couple de direction. Alors même si c'est pas du steer-by-wire, petite parenthèse là-dessus, c'est exactement à cause de ce genre de problème que personnellement j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux directions sans liaison mécanique. Plus il y a d'électronique, plus il y a quand même des problèmes de logiciel potentiels. Et quand ça touche la direction, personnellement j'ai pas trop envie que mon véhicule tourne tout seul à 130 sur l'autoroute quoi. Enfin bon, c'était une simple petite parenthèse, d'autant plus que ce problème ne touche que les véhicules qui sont soit à l'arrêt, soit circulant à très basse vitesse, comme pendant une manœuvre
œuvre par exemple. BMW précise que la correction est relativement simple et que ce sera fait via une mise à jour logicielle qui sera déployée à distance et téléchargeable directement depuis le véhicule, ce qui évite de devoir passer en atelier et ce qui se fait de manière totalement gratuite. Voilà, c'était les actus du jour, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'hab, c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement en likant, en vous abonnant et en devenant soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine, ciao.